Et si je vous disais que la formation militaire la plus redoutée de tout le monde antique fut complètement détruite en un seul après-midi? C'était une arme si dévastatrice qu'elle avait tout conquis, de la Grèce aux portes de l'Inde. Pas sur des décennies, pas progressivement. En un après-midi catastrophique, le 22 juin de l'an 168 avant Jésus-Christ, près d'une ville côtière poussiéreuse nommée Pydna. Le règne de 200 ans de l'innovation la plus létale de l'humanité sur le champ de bataille prit fin dans le sang et les cris. Nous parlons de la phalange macédonienne. C'était un mur de piques en fer de 6 mètres de long. Ces piques étaient si terrifiantes. Les écrivains anciens la décrivaient comme une forteresse d'acier mouvante. Imaginez-vous face à 20 000 hommes. Chacun brandissait une lance de la longueur d'un poteau téléphonique moderne. Leurs boucliers étaient si étroitement liés que pas même une lame d'air ne pouvait passer. Maintenant, imaginez être le soldat romain. Il avait l'ordre de marcher droit dedans. 20 000 hommes macédoniens ne rentreraient pas chez eux ce soir-là. Et le système militaire qui avait défini la guerre pendant 2 siècles allait mourir avec eux. Mais voici le point important. Cette histoire ne concerne pas seulement une bataille. Elle raconte comment la machine militaire la plus puissante du monde antique fut victime de sa propre plus grande force. Et cela commence avec une mule en fuite. Pour comprendre ce qui se passa à Pydna, il faut saisir la terrifiante domination de la phalange macédonienne. Cette domination dura environ 2 siècles avant ce moment crucial. En l'an 359 avant Jésus-Christ, un roi astucieux et ambitieux, Philippe II, monta sur le trône macédonien. Presque immédiatement, il révolutionna la guerre elle-même. Philippe observa la lance traditionnelle du hoplite grec. C'était une hampe fiable d'environ 2 mètres 40 centimètres. Chaque soldat la portait depuis des générations. Il la jeta. À sa place, il conçut la sarisse, une pique. Sa longueur variait entre 4 mètres 30 et 6 mètres. Elle était munie d'une courte tête en fer en forme de feuille. Ce n'était pas seulement une lance plus longue. C'était une philosophie de combat entièrement nouvelle. Il entraîna son infanterie à porter de petits boucliers ronds suspendus à leur cou. Cela laissait leurs 2 mains libres pour tenir cette pique massive. Il les serra épaule contre épaule en formation de 16 rangs de profondeur. Chaque rang présentait ses sarisses vers l'avant. Cela créait une haie de pointes de fer étirées. Cette haie s'étendait jusqu'à 6 mètres devant la formation. Le 5e rang d'hommes avait ses piques pointant vers l'avant. Les 4 premiers rangs avaient leurs armes étendues encore plus loin. Si vous faisiez face à une phalange macédonienne de front, vous ne voyiez pas une seule pointe de lance. Vous voyiez 5 rangées de pointes superposées. Toutes étaient directement dirigées vers votre poitrine. Pouvez-vous imaginer être face à cela? Pas une lance, pas 2, mais 5 pointes de fer cherchant tout votre corps simultanément. Et 20 000 de vos amis les plus proches vous flanquaient de chaque côté. L'historien antique Polybe de Mégalopolis fut un témoin contemporain de cette époque. Il nota que la charge frontale d'une phalange intacte était essentiellement irrésistible. Le fils de Philippe, Alexandre le Grand, prit cette arme. Il l'utilisa pour bâtir le plus grand empire jamais vu au monde. Il écrasa l'empire perse achéménide dans une série de batailles. Ces batailles firent des centaines de milliers de morts. À la bataille de Gaugamel, en l'an 330 et 1 avant Jésus-Christ, la phalange d'Alexandre affronta toute la puissance de l'empire perse. Cette force comprenait des éléphants de guerre, des chars à faux. Son armée comptait potentiellement plus de 200 000 soldats. La phalange les mit en déroute. Quand Alexandre mourut en l'an 323 avant Jésus-Christ, le système militaire macédonien avait conquis un territoire immense. Il s'étendait de la Grèce aux frontières de l'Inde moderne. Pendant 2 siècles après sa mort, les royaumes successeurs continuèrent de compter sur les tactiques de la phalange. Ces royaumes étaient les Séleucides, les Ptolémées et la dynastie Antigonide, qui régnait encore sur la Macédoine elle-même.
C'était l'établissement militaire de tout le monde hellénistique. La phalange n'était pas seulement une tactique. C'était une institution vieille de 200 ans. Une religion de la guerre. Le dernier roi à en commander une était un homme nommé Persée. Il régnait depuis la capitale royale de Pella. Il croyait sincèrement que sa phalange était toujours invincible. Il allait apprendre, de la manière la plus brutale imaginable, qu'il avait catastrophiquement tort. Son erreur serait fatale. En l'an 179 avant Jésus-Christ, Persée hérita du trône macédonien de son père, Philippe V. Le royaume n'était déjà plus que l'ombre de sa gloire passée. Philippe V avait déjà été humilié par Rome une fois auparavant. C'était lors de la bataille du Hadamballar de Cynocéphals en l'an 197 avant Jésus-Christ. Les légions romaines de Titus Quinctius Flamininus y tuèrent 8000 soldats macédoniens et en capturèrent 5000 de plus. Les pertes romaines lors de cette bataille n'avaient été que de 700 hommes. Ce déséquilibre aurait dû dire à Philippe tout ce qu'il fallait savoir. Au lieu de cela, la Macédoine fut contrainte à une paix humiliante. Elle fut dépouillée de son empire étranger et réduite à un État client sous la supervision romaine. Persée hérita de ce royaume blessé et diminué. Plutôt que d'accepter la subordination que son père avait dû subir, il commença à le reconstruire, discrètement, méthodiquement, et avec une ambition énorme. Il reconstitua l'armée macédonienne à environ 43 000 hommes. Il conclut des alliances avec les tribus Thrace voisines et le royaume d'Épire. Il cultiva son influence dans toutes les cités-États grecques. Plus provocateur encore, il commença à agir comme un roi qui ne recevait pas d'ordre de Rome. Il convient de noter que Persée était aussi un homme capable d'une profonde obscurité personnelle. Selon les sources antiques, c'est Persée lui-même qui forgea une lettre en l'an 180 avant Jésus-Christ. Cette lettre accusait faussement son jeune frère Démétrius de comploter contre leur père. Démétrius avait vécu comme otage romain et avait de vrais partisans romains. Philippe V crut à la contrefaçon et fit exécuter Démétrius. Un an plus tard, Philippe lui-même était mort, et Persée siégeait sur le trône. L'homme qui allait mener la dernière grande armée macédonienne à sa perte n'était pas, semble-t-il, contraint par le sentiment. En l'an 172 avant Jésus-Christ, Eumène II de Pergame se rendit personnellement à Rome. C'était un roi grec qui comprenait qu'une Macédoine renaissante menaçait tout le monde dans la région. Il prononça un discours devant le Sénat romain. Il accusa Persée de déstabiliser le monde grec. Rome avait passé des décennies à gérer l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale. Elle décida qu'elle en avait assez vu. En l'an 171 avant Jésus-Christ, la troisième guerre de Macédoine commença officiellement, et pendant 3 ans, elle ne mena presque à rien. Rome envoya consul après consul en Grèce. Chacun d'eux échoua à engager décisivement Persée ou à conclure la guerre. Persée était un général assez habile pour éviter les confrontations catastrophiques. Il mena des actions de retardement, sécurisa des cols de montagne. Il saigna les forces romaines escarmouche après escarmouche. Les campagnes romaines des ans 171, 170 et 169 avant Jésus-Christ furent marquées par des échecs logistiques. Elles subirent des défaites mineures et une profonde frustration institutionnelle au Sénat. La Macédoine n'était pas conquise, elle était endurée. La phalange restait intacte. Elle demeurait invincible dans l'imagination collective des deux armées. Cela changea lorsque Rome fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle admit que quelque chose ne fonctionnait pas. Elle fit venir l'homme qu'il fallait pour y remédier. Au début de l'an 168 avant Jésus-Christ, le Sénat romain nomma Lucius Aemilius Paulus. Il fut consul et général en chef pour la campagne de Macédoine. Paulus avait plus de 60 ans, âgé selon toute norme antique. Mais l'historien antique Tite Live rapporte qu'il assuma personnellement les devoirs et les dangers.
Ces tâches sont habituellement le lot des hommes plus jeunes. Ce n'était pas un homme qui commandait de l'arrière. Plus important encore, Paulus abordait la guerre avec un sérieux intellectuel. Aucun de ses prédécesseurs dans cette campagne ne l'avait fait. Il étudia le terrain. Il consulta les historiens et analystes militaires grecs. Il refusa spécifiquement de faire ce que chaque commandant romain précédent avait fait. Cela impliquait de tenter un assaut frontal sur les positions fortifiées de Persée. Persée avait renforcé son camp avec des catapultes et des balistes. Cette artillerie pouvait anéantir une avance frontale avant qu'elle n'atteigne les lignes macédoniennes. Paulus examina cette situation et rejeta catégoriquement l'approche évidente. Au lieu de cela, il se décida pour quelque chose de plus astucieux. Le leurre. Paulus envoya une force de plus de 8200 fantassins et 120 cavaliers. C'était sous le commandement du capable Publius Cornelius Scipio Nasica vers la côte grecque. Cette démonstration était clairement visible pour les observateurs macédoniens. Le réseau de renseignement de Persée rapporta exactement ce que Paulus voulait qu'il rapporte. Les Romains montaient une opération amphibie majeure contre son flanc côtier. C'était un mensonge. Pendant que Persée repositionnait ses forces pour se protéger d'une menace navale inexistante, Scipio prit sa colonne vers le sud. Il pénétra dans les montagnes, disparaissant dans des passes guidés par 2 marchands père et bique. Ces marchands connaissaient intimement le terrain. Il émergea derrière les lignes macédoniennes pour menacer Persée par l'arrière. C'était une manœuvre de tromperie sophistiquée et multi-axes. Un tel stratagème ne deviendrait pas doctrine militaire avant encore 2000 ans. Persée, réalisant que le piège se refermait, fut contraint d'abandonner ses positions fortifiées. Il se retira vers Pydna, une ville côtière adossée au contrefort du mont Holocrus. Il avait choisi son terrain. Sa phalange avait besoin d'un terrain plat et de niveau pour combattre efficacement. Juste au nord de Pydna, flanquée par la rivière Leucus, s'étendait une plaine. Elle semblait faite sur mesure pour la machine militaire que commandait Persée. Il déploya son armée sur cette plaine, forte de 30 000 hommes. La phalange complète, aux boucliers de bronze, était au centre. Selon Plutarque, lorsque les lignes macédoniennes se déployèrent ce matin-là, l'éclat de leurs boucliers emplit la plaine. Cela remplissait la plaine d'un éclat de fer et d'un scintillement de bronze. C'était, de tous les points de vue, un spectacle magnifique et terrifiant. Ce que Persée ne pouvait savoir, c'est que le terrain derrière lui allait le tuer. Aucun de ses généraux, malgré leur siècle de tradition de phalange, ne le comprenait vraiment. Puis, quelque chose de remarquable arriva. Cela semble presque inventé par l'histoire pour un effet dramatique. La nuit précédant la bataille, le ciel s'assombrit. Une éclipse lunaire totale balaya le champ de bataille. Elle effaça la lune dans une ombre rouge sang. Pour les soldats macédoniens, profondément superstitieux, ce fut un signe non ambigu de catastrophe. Ils vivaient dans un monde où les dieux se manifestaient de manière visible. Selon Plutarque, les Macédoniens interprétèrent l'éclipse comme un présage de la mort de leur roi. Ils passèrent la nuit effrayés, effectuant des rituels désespérés. Ils soufflaient dans des trompettes vers le ciel obscurci pour rappeler la lune. Paulus, pour sa part, fit preuve d'un mélange remarquable de piété antique et de rationalisme proto-scientifique. Il comprenait, dit-on, que les éclipses se produisaient à intervalles réguliers comme phénomène naturel. Mais il effectua néanmoins les sacrifices religieux requis pour maintenir le moral et la faveur divine de ces hommes. 2 armées, fixant le même ciel obscurci, tirèrent des conclusions entièrement opposées. À l'aube, l'équilibre psychologique du champ de bataille avait déjà commencé à basculer. La bataille elle-même a commencé non pas par une grande conception tactique, mais par une mule en fuite. C'était l'un des affrontements les plus importants de l'histoire de la civilisation occidentale. Vers 3 heures de l'après-midi,
Le 22 juin de l'an 168 avant Jésus-Christ, une mule de bas s'est échappée du camp romain. Elle a traversé la rivière Leucus en direction du côté macédonien. 3 soldats romains l'ont poursuivie. Sur la rive opposée, 800 fantassins légers Thraces montaient la garde au service des Macédoniens. 2 des Thraces ont attrapé la mule. Les soldats romains n'étaient apparemment pas d'humeur à négocier. Ils ont attaqué et tué l'un des Thraces. Ils ont ensuite repris l'animal. Les Thraces survivants, enragés et humiliés, ont poursuivi les Romains. Plus de soldats macédoniens ont rejoint l'escarmouche. Davantage de Romains ont riposté. En quelques minutes, une échauffourée pour une mule a englouti des milliers de soldats des 2 côtés de la rivière. Voyant son armée déjà engagée, Persée a ordonné à la phalange complète d'avancer. La bataille qui allait mettre fin à une époque avait été déclenchée par un animal. C'est ainsi que l'histoire fonctionne réellement. L'avancée macédonienne initiale était, à tous égards, impressionnante. La phalange a traversé la rivière Leucus. Elle a avancé dans les lignes romaines avec un élan terrifiant et implacable. Imaginez 20 000 hommes en formation parfaite, épaule contre épaule. Leur forêt de pics de 20 pieds était nivelée horizontalement. Ils marchaient vers vous avec la précision mécanique d'une machine. Cette machine tuait depuis 200 ans. L'aile gauche romaine était composée d'infanterie alliée italienne. Cela incluait des unités appelées les Paéliniens. Elle a percuté le bord d'attaque de la phalange. Elle a été presque immédiatement massacrée. Les Paéliniens avaient chargé avec une énorme agressivité. Mais leur agressivité n'a rien signifié contre 5 rangées décalées de pointes de fer. Ils ont été repoussés avec des pertes terribles. Ils ont été contraints de remonter les pentes inférieures du mont Dolocrus. Leur retraite était sanglante et désorganisée. L'aile droite romaine, composée de sa cavalerie et de son infanterie italienne alliée, a également eu du mal à contenir l'avancée macédonienne. Dans les premières bonnes minutes de la bataille, la machine militaire la plus puissante du monde faisait exactement ce qu'elle avait toujours fait. Elle écrasait tout sur son passage. Paulus lui-même, observant depuis le centre romain, était apparemment pâle de choc à la vue de l'assaut initial de la phalange. Même un homme qui avait étudié et préparé ce moment ne pouvait pas entièrement réprimer l'horreur viscérale de voir ce mur de pics en mouvement. Mais voici le coup de théâtre. Le succès même de la phalange signait déjà son arrêt de mort. Alors que le centre de Persée poussait agressivement vers le nord. Le terrain sous les pieds macédoniens a commencé à changer dans les contreforts du mont Holocrus. La plaine côtière plate, idéale pour la formation serrée de la phalange, a cédé la place à un terrain irrégulier, rocheux et fragmenté des contreforts. Et sur un terrain accidenté, la phalange avait un talon d'Achille. Chaque général macédonien le savait, mais n'avait jamais trouvé de solution. La sarisse était une arme de 14 à 20 pieds. Elle exigeait des hommes qui la portaient de maintenir un espacement précis, épaule contre épaule, pour fonctionner. Dès que le sol devenait inégal, les hommes trébuchaient. Des brèches se sont ouvertes entre les unités. Les phalangites individuelles ont vu leurs piques s'accrocher au sol rocheux, ou bien elles s'inclinaient maladroitement en raison de la pente. Le mur de fer parfait et impénétrable a commencé à développer des fissures. Cela s'est produit lentement, presque imperceptiblement au début. Puis la catastrophe s'est accélérée. Et Lucius Aemilius Paulus, ce général de 60 ans, observait avec un calme d'acier depuis le centre romain. Il a vu cela se produire. Il a vu les brèches apparaître. Et il a ordonné à ses hommes d'avancer. Le système militaire romain, la légion manipulaire, était conçu pour ce moment précis. Organisée en unités de 120 hommes appelés manipules, l'infanterie romaine opérait dans une formation lâche et flexible en damier. Cette formation pouvait s'adapter à tous les terrains. Elle pouvait combler les brèches, se déployer pour déborder l'ennemi. Elle pouvait aussi diviser une seule bataille en des dizaines d'engagements simultanés et plus petits.
Selon l'historien Plutarque, Paulus a ordonné à ses commandants de diviser leurs cohortes. Ils devaient plonger rapidement dans les interstices et les espaces vides de la ligne ennemie. Il ne s'agissait pas de combattre la phalange comme une entité unique. Il fallait la briser en fragments. Les soldats romains ont commencé à s'infiltrer par les brèches de la ligne macédonienne. C'était comme de l'eau qui trouve des fissures dans un mur. Une fois à l'intérieur de la formation, la phalange était impuissante. Un phalangite dont la pique pointait vers l'avant ne pouvait pas la balancer latéralement. Il ne pouvait pas défendre son flanc non protégé. Il ne pouvait pas tirer sa courte épée et se retourner pour faire face à un assaillant. Un ennemi était apparu soudainement à ses côtés. La formation au combat d'un phalangite dépendait presque entièrement de cette pique vers l'avant. Une fois celle-ci retirée, il restait un homme en armure de bronze. Il possédait un petit bouclier rond et des compétences de combat au corps à corps. Corps à corps très limités. Le légionnaire romain, en revanche, portait le gladius. C'était une épée de 20 pouces conçue pour ce type de combat intime, brutal et personnel. Au corps à corps ou au corps à corps, les Romains étaient mortels. Les phalangites ne l'étaient tout simplement pas. L'historien antique Tite Live a enregistré ce qui s'est passé ensuite dans un langage. Ce langage porte encore une horreur presque physique à travers 2000 ans. Paulus a ordonné de diviser les cohortes. Elles devaient plonger rapidement dans les interstices et les espaces vides de la ligne ennemie. L'objectif était d'arriver au corps à corps. Il ne fallait pas mener une seule bataille contre tous, mais de nombreuses batailles séparées et successives. Dès qu'ils se sont glissés entre les rangs de l'ennemi et les ont séparés, les Romains ont attaqué certains sur le flanc. Leur armure ne les protégeait pas à cet endroit. D'autres ont été coupés en tombant sur leurs arrières. La force et l'efficacité générale de la phalange ont été perdues. C'était le résultat de cette rupture. Ce qui avait été la formation militaire la plus puissante du monde est devenu, en l'espace de quelques minutes, une collection d'hommes terrifiés et isolés. Ils étaient tués par des attaques venant de directions qu'ils ne pouvaient même pas affronter. C'était la phalange qui avait conquis l'Empire perse. C'était la phalange qui avait marché jusqu'en Inde. C'était la phalange qui avait tué 8000 Romains à Cynocéphale seulement 29 ans plus tôt. Elle était déchirée en morceaux par des hommes qui la poignardaient à travers les côtes. Le massacre était absolu. 20 000 phalangites macédoniens sont morts sur ce champ. Beaucoup ont couru vers le rivage de la mer Égée dans un ultime acte de survie désespéré. Certains ont pataugé dans l'eau. Ils ont tendu les mains vers la flotte romaine et suppliant d'être faits prisonniers plutôt que tués. Des bateaux ont ramé vers eux. Les Macédoniens ont pataugé plus profondément, soulagés. Puis les bateaux ont commencé à les percuter. Ceux qui se sont retournés et ont tenté de regagner la rive ont été accueillis par les éléphants de guerre romains. Leurs cornacs les avaient s'en conduits au bord de l'eau. Ces éléphants ont piétiné les hommes qui se noyaient. Ils les ont écrasés alors qu'ils rampaient hors des vagues. 6 000 autres Macédoniens, qui avaient fui vers la ville de Pydna elle-même, y ont été capturés. 5 000 autres ont été faits prisonniers pendant la poursuite. Le total des pertes macédoniennes a dépassé 31 000 hommes. Ils étaient soit morts, soit enchaînés avant la tombée de la nuit. Les morts romains, selon Tite Live, étaient moins de 100. Ce n'est pas une faute de frappe. Moins de 100 Romains contre 31 000 Macédoniens. C'est l'un des résultats les plus catastrophiquement déséquilibrés de l'histoire de la guerre antique. Tite Live lui-même a noté, avec une sorte de révérence stupéfaite. Il a écrit que jamais autant de Macédoniens n'avaient été tués par les Romains en une seule journée. Et où était Persée pendant tout cela? Il faisait partie de la cavalerie macédonienne sur le flanc droit. Selon les sources antiques, cette force a quitté le champ de bataille presque entièrement indemne. Lorsque la phalange a commencé à se rompre, Persée a interprété la catastrophe correctement et immédiatement.
Il a tourné son cheval et a chevauché vers le nord, en direction de Pella. Il a abandonné 20 000 de ses compatriotes à la mort. Le récit de Tight Live est accablant par sa brièveté. La cavalerie a quitté la bataille, pratiquement indemne. Persée lui-même a mené la fuite. Le dernier roi de la dynastie Antigonide a fui la bataille décisive de son règne. Sa lignée remontait directement aux généraux d'Alexandre le Grand. Son infanterie était alors massacrée dans les vagues et piétinée par les éléphants. Il n'a même pas attendu que l'issue devienne certaine. Il a fui au moment où la phalange a vacillé. Cet acte de lâcheté allait définir son héritage plus complètement que toute bataille qu'il avait jamais menée. Les conséquences ont été systématiques et sans pitié. Paulus n'a pas seulement gagné la bataille et négocié un règlement. Il a détruit la Macédoine en tant qu'entité politique. Il a traversé le royaume. Selon les récits romains, et il a mis à sac 70 villes macédoniennes. Il a réduit leur population en esclavage. C'était un acte de punition collective. L'échelle était conçue pour briser toute résistance future. L'armée macédonienne a été officiellement dissoute. La phalange, cette institution vieille de 200 ans, a été dissoute par décret. Après une brève période de fuite désespérée, Persée s'est finalement rendu en personne à Paulus. Il s'était caché sur l'île de Samothrace. Il avait changé de lieu à plusieurs reprises. Il avait désespérément cherché à contacter d'anciens alliés. Tous avaient refusé de lui offrir un refuge. Il a été emmené à Rome. Là, en l'an 167 avant Jésus-Christ, Paulus a célébré l'un des triomphes les plus spectaculaires de l'histoire romaine. Le triomphe a duré 3 jours entiers. Le 3e jour, Persée lui-même a été promené enchaîné dans les rues de Rome. Il était le dernier roi d'une dynastie vieille de 400 ans. Il a été réduit à un spectacle pour les foules romaines. Ses enfants marchaient à ses côtés, enchaînés. Son trésor, la richesse accumulée du royaume macédonien, a été versée dans le trésor romain. C'était une somme si énorme que Rome aurait aboli l'impôt direct pour ses propres citoyens. Cela a duré pendant les 125 années suivantes. La Macédoine elle-même a été divisée en 4 républiques clientes distinctes. Chacune avait l'interdiction de mener des relations commerciales ou diplomatiques avec les autres. C'était une partition conçue non seulement pour pacifier un peuple conquis, mais aussi pour s'assurer que le pouvoir macédonien ne pourrait jamais se reconstituer. Persée a été emprisonné à Alba Fucens. C'était une ville isolée perchée sur une colline au centre de l'Italie. C'était aussi loin de la Macédoine que ses ravisseurs pouvaient le placer commodément. Selon le récit de Plutarque, il est mort là en l'an 166 avant Jésus-Christ. Cela s'est produit 2 ans après sa capture. Ses gardes romains l'ont empêché de dormir jusqu'à ce que l'épuisement le tue. Tight Live offre une version un peu plus douce. Il suggère qu'il a été maintenu dans des conditions raisonnables. De toute façon, il n'a jamais revu sa patrie. Le dernier roi de Macédoine est mort dans une prison étrangère. La dynastie d'Alexandre le Grand est morte avec lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les conséquences de Pydna ont résonné dans le monde antique pendant des décennies. En l'an 149 avant Jésus-Christ, un homme nommé Andriscus est apparu. 20 ans après la bataille, il prétendait être le fils de Persée. Il a lancé une rébellion pour restaurer le royaume macédonien. Pendant une brève et étonnante période, il a réussi à unir les 4 républiques romaines. Il a vaincu un préteur romain au combat. Il a brièvement rétabli quelque chose qui ressemblait à un État macédonien. Il était connu sous le nom du « Faux Philippe ». Ce surnom était approprié compte tenu de son audace. Rome a envoyé une autre armée. En l'an 148 avant Jésus-Christ, Andriscus a été vaincu et exécuté. Les 4 républiques ont été entièrement dissoutes. En l'an 146 avant Jésus-Christ, la Macédoine a cessé d'exister même comme État client. C'était 22 ans seulement après Pydna.
Elle est devenue la province romaine de Macédoine, la première province romaine sur le continent européen. La même année, Rome a détruit Corinthe. Le monde hellénistique était terminé. La phalange, la Sarisse, toute la culture militaire que Philippe II avait bâtie, tout était parti. Alexandre le Grand l'avait utilisé pour conquérir le monde connu. Cela a été remplacé par la légion manipulaire et la certitude de faire du pouvoir administratif romain. Pydna représente un véritable point de bascule civilisationnel. Cette bataille a démontré une vérité terrifiante. Elle concernait la nature permanente de l'évolution militaire. La phalange avait été révolutionnaire pendant 200 ans. Elle fut véritablement invincible sur le terrain approprié. Cependant, elle avait cessé d'évoluer. L'état-major macédonien gardait sa confiance en la Sarisse. Les légions romaines avaient développé un autre système. Ce système exploitait les faiblesses de la phalange. La phalange exigeait un terrain plat. La légion fonctionnait sur n'importe quel terrain. La phalange nécessitait de la cohésion. La légion se fragmentait naturellement. Elle transformait cette fragmentation en une arme. La phalange produisait des hommes. Ils marchaient en formation parfaite. Ils mouraient magnifiquement sur une plaine. La légion produisait des hommes. Ils se glissaient dans les brèches de la formation. Ils poignardaient l'adversaire au rein. C'était avant que la pique ne puisse réagir. Si Persée avait gagné à Pydna, si la phalange macédonienne avait tenu cet après-midi, ou si Paulus avait mal calculé son attaque. L'expansion romaine à l'est aurait été freinée. Cela aurait duré une génération. Le monde grec aurait pu maintenir son indépendance. Il l'aurait fait pendant un siècle supplémentaire. Les bibliothèques d'Alexandrie auraient survécu. Les écoles d'Athènes et les temples hellénistiques également. Ils seraient restés sous protection macédonienne. Cela aurait évité l'absorption romaine. L'histoire aurait suivi une trajectoire entièrement différente. Mais la phalange a rompu. Sur un terrain inégal, des brèches s'ouvraient dans sa ligne. Pour cette raison, elle allait toujours rompre. La tragédie de Persée et de ses 20 000 morts n'est pas qu'ils aient été vaincus par des hommes supérieurs. Ils furent détruits par un système. Ils auraient dû s'y adapter des décennies plus tôt. Ils ont choisi de ne pas le faire. Le poids de 200 ans de succès est presque impossible à remettre en question, surtout quand on y est quasi complètement plongé. Lucius Aemilius Paulus est entré dans l'histoire sous le nom d'Aemilius Paulus Macedonicus. Ce titre d'honneur, le macédonien, fut accordé au général qui mit fin à un royaume. Ce vieil homme a accompli ce que 6 ans de commandant romain n'avaient pu faire. Il le méritait. Le 22 juin de l'an 168 avant Jésus-Christ. En un après-midi, près d'une plaine côtière poussiéreuse, il n'a pas seulement vaincu une armée, il a mis fin à une institution, il a clos un chapitre de 200 ans, c'était dans l'histoire de la violence humaine. Il a prouvé qu'aucun système militaire ne survit. Il ne survit pas lorsqu'il ne peut plus s'adapter, peu importe sa puissance. Peu importe son expérience au combat, peu importe son ancrage culturel, et ce faisant, il a changé le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement. C'est l'une de ces histoires. Je pense qu'elle mérite d'être racontée bien plus souvent. La bataille de Pydna n'est pas qu'une note de bas de page dans l'histoire romaine. C'est le moment où le monde antique a basculé sur son axe. Pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Si cette histoire militaire approfondie vous intéresse, appuyez sur le bouton « J'aime ». Nous verrons si nous pouvons atteindre 1000 j'aime. Ceci dans les 24 prochaines heures. Cela nous indiquera que vous voulez aller plus loin dans ces tournants oubliés. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle bataille ou civilisation voulez-vous que nous couvrions ensuite? Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Elles sont enfouies dans l'histoire.
Ce sont des histoires de mailles de tactique, de trahison et de guerre antique. Nous ne faisons que commencer.